Vous écoutez l'affaire Alain Lamarre, deuxième partie. On arrive sur place, il y a 200, 300, 400 gendarmes. François Pelfort, inspecteur divisionnaire PJ de Creil. 2 hélicoptères. Énorme! Ils le traquent, ils l'ont vu, ils savent où il est. Ils vont le capturer. Ça dure toute la nuit, jusqu'à ce qu'il fasse jour le lendemain matin. Et le lendemain matin, il n'y a toujours rien. Le type disparaît. Plus de son, plus d'image, plus rien, il disparaît. Il ne le trouve plus. Et c'est un camouflet pour les uns et pour les autres. Là encore, il paraît tellement insaisissable qu'on a l'impression qu'il connaît un petit peu les faiblesses des systèmes en question. Et je me souviens, le titre du journal de RTL, c'est « Tueur de l'Oise, arrestation ratée ». Il y a urgence. J'ai compris que c'était quand même peut-être le moment de crever l'abcès. Pendant ce mois de décembre, je vois Neveu. Je vais boire des coups avec lui au bord de l'Oise. On se regarde dans les yeux. Neveu, c'est un taiseux. Yvan Stefanovic, journaliste et auteur de Un assassin au-dessus de tout soupçon. Il parle pas beaucoup. Et Neveu, il me dit, pas d'une façon si claire, il me dit, oui, c'est forcément un gendarme ou un policier. Le capitaine Pinault, il me convoque. Et donc, je discute avec le capitaine Pinault, on pêche le brochet. Et là, on pêche le brochet, et là, ça dure des heures, et là, il a le temps de me chapitrer. Eh ben, il me dit, c'est forcément un gendarme, un policier, pour tel et tel et tel raison. Stefanovic a réussi à me persuader que le capitaine Pinault était d'accord avec moi, et que donc, quelque part, c'était à Stefanovic de jouer en jetant une pierre dans la mare, c'est-à-dire en faisant une dépêche, en disant que au moins dans chaque administration, il y a quelqu'un qui pense que ça peut être un flic ou un gendarme. Stefanovic balance sa dépêche à AFP, et alors là, ça va être extraordinaire. C'est grand guignol, c'est-à-dire que les démentis vont pleuvoir, mais alors comme à Gravelotte. Depuis 48 heures, on a conclu, après certains recoupements, qu'il pourrait s'agir d'un policier ou d'un ex-policier, d'un gendarme ou d'un ancien militaire. La dépêche tombe et au ministère de l'Intérieur, c'est la consternation. Ils font monter des journalistes accrédités au ministère de l'Intérieur. Votre collègue est un fou, c'est très violent. Yvan Stefanovic, il va passer de très mauvais moments alors qu'il a complètement raison. Ce qui fait qu'après, j'ai été mis au placard en 81, j'ai été mis au sport. Imaginez-moi au sport, voilà. C'était une information dont l'AFP se serait parfaitement passée. C'est l'auteur qui réagit, en fait. Il envoie une deuxième lettre. Vous allez me payer cette journée-là. Et la lettre se termine ainsi. Je prends un peu de repos. Je n'aime pas le froid et la neige, mais bientôt ce sera l'enfer. Le tueur de l'Oise, dont on ne connaît toujours pas l'identité, continue d'être insaisissable et ridiculise les nombreux enquêteurs qui sont à ses trousses. Pourtant, il va finir par être démasqué, par hasard, après une banale panne de voiture. Pendant 3 mois, il fait courir tout le monde. Son rayon d'action s'étend. Il va voler des voitures jusqu'au dans le sud de Paris, dont une voiture de ministre. Clé au tableau de bord, toujours, puisque le ministre a omis d'enlever les clés. Qu'il tombe en panne avec cette voiture sur l'autoroute à Senlis. Des CRS qui passent en moto, qui s'arrêtent et demandent qu'est-ce qui se passe. Et lui, il dit, je suis le fils de Monsieur Gors, je suis tombé en panne. Et ce jour-là, il se fait passer pour le fils du ministre. Ils lui disent, venez avec nous, on va vous conduire au garage à la sortie, un garage à la sortie de Senlis. Et il repart. Il laisse la bagnole sur place. Parce qu'ils sentent que c'est chaud, quoi, quand même. Le problème, c'est que les témoins, c'est 2 flics. Eux, ils font un descriptif. Là, il n'y a pas photo, ou plutôt, oui, il y a presque photo, quoi.
Et là, on s'est tout de suite empressé de le diffuser à des centaines d'exemplaires partout, notamment la gendarmerie. Et c'est là où intervient une femme de gendarme de Clermont qui dit à son mari « Ça, c'est la mare ». Jeune gendarme, nouvellement arrivé, tout frais et moulu. Et elle a vu ce portrait qu'on avait établi sur le tableau de service. Elle a dit « Mais vous cherchez qui, c'est Alain ?» Le 7 avril 1979, je me souviens très bien, le commandant de la compagnie de gendarmerie de Clermont, Henri Cavalier, chef du PSIG, brigade de gendarmerie de Chantilly. Le capitaine Pinault me téléphone et il me dit « Henri, il faudrait que tu viennes me voir au plus tôt. » Je lui dis « Pourquoi ?» Il dit « Je peux pas t'expliquer, viens me voir. » On se traite dans son bureau, puis il me dit « Qu'est-ce que tu penses de la mare ?» Mais comme ça, directement. Je dis « C'est un gars qui donne satisfaction. » Il dit « Il est marié ?» Je lui dis « Non. » Il a une maîtresse ? Il dit « Pas ma connaissance. » Et il me dit « Tu as vérifié l'emploi du temps de la mare ?» Alors je lui dis « Non. » Alors il me dit « Bah écoute, vérifie et puis tiens-moi au courant. » Donc je suis rentré, très inquiet. Et hop, Henri Laville, tous les trucs qu'il a fait. Et là, il s'est décomposé. Là, il a compris, et là, il a pris peur. Pour chacun des faits importants, il est en permission ou il ne travaille pas. C'est une immense trahison. Henri Cavalier, chef du PSIG, brigade de gendarmerie de Chantilly. L'impression d'avoir reçu un coup de marteau. Et là, il a réfléchi toute la journée, comment faire. On a rappelé toutes les brigades qui étaient dehors en disant, je me souviens, revenez sur Senlis pour mise au point pour une opération Gens du voyage demain. Quand il est arrivé, il est descendu avec le pistolet mitrailleur autour du cou. Et je lui ai dit, c'est pas la guerre, laissez ça là. Et je me souviens, quand on l'a saturé, il avait une deuxième arme sur lui. On lui a dit, bon, tu sais pourquoi on t'interpelle? Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? On pense que tu pourrais être... Il faut vous rendre compte, il a dit, moi? Non. Il a fait un coup de dé parce qu'elle convoquait là, ça, une opération anti-manouche et tout. Il y a des gens de chez moi qui n'ont pas voulu me noter, qui ont dit non, je ne veux même pas y toucher. Je me souviens en particulier d'un gars de chez nous qui faisait de l'haltérophile. Et je dis, je vais le tuer, je veux pas. L'arrestation de la mare s'est passée un dimanche. Daniel Neveu, inspecteur PJ de Creil. Et je suis prévenu par mon commissaire-chef de l'antenne de Creil. Et je dis à mon chef, c'est un gendarme ou un policier? Et il me répond, c'est un gendarme. Un double soulagement, puisque mon hypothèse était bonne, et ce n'était pas un policier. Et après, on a quand même fait marcher, il y avait 2 empreintes de pouces qui avaient été retrouvées. Et il y avait correspondance. Là, j'avoue que j'ai été très, très malade. Quand j'entre dans la gendarmerie, tous les gendarmes sont atterrés. Il y en a certains qui pleurent. Et c'est quelque chose de à la fois surprenant et d'irréel. Et quand on voit l'auteur se faisant tout petit sur une chaise, n'existant plus quasiment, on se dit quand même, toutes ces affaires tiennent dans cet homme-là, qui aurait dû être arrêté depuis longtemps, puisqu'on avait son empreinte. Il nous avait trompés, trahis, c'est quelque chose de terrible. Pendant près de 10 mois, 4 gendarmes de la brigade de Chantilly, 4 gendarmes au moins, auront vécu avec le tueur de l'Oise et pour cause. D'abord, ils le voyaient tous les jours dans le cadre de leur service, et puis ensuite, et il faut bien le souligner, parce que 4 d'entre eux habitaient le même immeuble que lui à Chantilly.
Il habitait le même bâtiment que moi. On est monté en perquisition. Et là, tout de suite, avant même de rentrer, il m'a dit « Vous avez beaucoup de chance. Derrière, j'ai un fusil à pompe. Si j'étais rentré le premier, je vous aurais tué. » Sa maison était impeccable, une salle de séjour impeccable, cuisine impeccable. Et puis, il y avait une autre porte qui était fermée à clé. J'ai dit « Donnez-moi la clé », donc on est rentré. Et là, il n'y a pas eu besoin d'explication. Il y avait une grande corde de tendue à travers sa chambre, avec une toile kaki, une espèce de tente. Visiblement, il plante une tente au milieu de cette pièce pour vivre sous la tente au milieu de la pièce. Il y mange des rations de guerre. Il y a des armes, des cartouches partout. C'est un peu une scène de survivalisme. C'est-à-dire que Lamar, dans cette pièce-là, il est en guerre. Il y a un tas de matériel, de poudre pour faire des explosifs, des torches, des plans avec des croix par-ci, sur des cartes, avec des endroits, carrefours à éviter, ainsi de suite. Et surtout, on a découvert un semenier sur lequel tout était inscrit. Et il avait marqué à abattre adjudant cavalier telle date. Je reconnais que j'ai pleuré. Pendant 2-3 heures, ils vont emmener des cartons et des cartons. Autour de l'immeuble, c'est entre la foire d'Empoigne et la fête foraine. En fin d'après-midi, il a été transféré au palais de justice de Senlis. Seule confession, Lamar a été autorisé à se cacher le visage pour quitter son domicile. Et ils l'ont amené à la compagnie de Senlis. Est arrivé un général avec des semelles de crêpes, je me rappelle, puisqu'il ne faisait pas de bruit. Il avait plein d'étoiles. De Gaulle n'en avait pas autant. Il est venu dans la nuit, en voiture, hein. Donc ça donne la panique dans laquelle ça a mis la gendarmerie. Il lui fait une leçon de morale. C'est pas bien, c'est l'onde du corps, tout ça et tout. Il le fait démissionner de la veille. Il dit voilà, maintenant qu'il a signé, la gendarmerie n'est plus en cause. Il a été arrêté, il n'était plus gendarme. Parce que le général, il s'imagine que comme ça décharge la gendarmerie. Certainement qu'à son niveau, lui a dû penser à l'époque que ça ferait moins de bruit, si je peux m'exprimer ainsi. Ça n'a pas fait moins de bruit. Quand on a appris qu'un gendarme était le coupable, c'était un scandale absolument monstre. Là. À l'époque, les gendarmes, c'était quand même des gens de respecter, qui faisaient respecter la loi. Quand on a su que c'était un gendarme, pouf, là, ça tombait des nues, quoi. C'est aussi de la déception, de se dire, mais il l'avait sous les yeux, comment l'ont-ils pas vu? Il a avoué les vols de véhicules, les nombreuses escroqueries avec les chéquiers volés, et puis les affaires ont été reprises, l'affaire Poiret, la petite Radjeski. Il reconnaît donc tout ce qui en était, quoi. Mais sans donner de motivation, ni rien. Après, il est tombé dans le mutisme complet. Où je suis furieux, c'est de ne pas y avoir pensé. Ivan Stefanović, journaliste et auteur de Un assassin au-dessus de tout soupçon. Il était toujours là sur les constats, etc. Il est toujours là dans les voitures, quand ça explose et tout. Moi, Neveu et Pinault, on a manqué de perspicacité, parce qu'on aurait dû penser à lui. Alain Lamar disait, c'est un petit salaud, un fumier qui attaque les jeunes filles, un incapable, un bon rien, il se moque de nous. Il était plus vindicatif et agressif vers l'auteur présumé de ce qu'il y avait que les autres. Son père, il était fonctionnaire, il s'occupait des haras nationaux. Il me disait que son papa était très autoritaire. Et lui, dans sa famille, il n'était pas très pris au sérieux, etc. C'était un incompris.
Alain Lamarre, c'est un jeune type qui aurait bien voulu être dans l'armée, dans les commandos. Il s'est penché vers la gendarmerie, mais il voulait être au GIGN. Puis en fin de compte, il s'est dit, tiens, ça va bouger quand même un peu plus. Je vais demander une mutation au PSIG. Et puis en fin de compte, il le dira lui-même. Il est très déçu parce que ça bouge pas comme il croyait. A posteriori, on se rend compte effectivement que Lamarre, c'était un élément moteur du PSIG. Et pour cause, c'est lui qui semait les cailloux et qui allait les ramasser. Et donc, il passait pour un très bon élément. Il paraissait très maître de lui, très cool, beaucoup de sang-froid. Lui, il m'a dit, pour échapper aux recherches et aux chiens, il s'est jeté dans une espèce d'étang. Ce qu'on a appris, c'est qu'il avait respiré avec un roseau, qu'ensuite, les gendarmes, une fois partis, il avait rejoint sa caserne à Chantilly en suivant la voie ferrée pendant 40 kilomètres. Il serait arrivé vers minuit à sa caserne, qu'il se serait changé et qu'il aurait rejoint sa compagnie pour aller en fait se chercher, pour participer à sa traque. La juge d'instruction a désigné des experts, psychiatres et psychologues. La première expertise donne un résultat que je souhaitais, qu'il soit responsable, le gendarme est donc responsable. Coup de tonnerre, la deuxième expertise dit que le gendarme n'est responsable de rien. Christian Frémaux, avocat d'André Poiret. Troisième expertise se fait, la troisième expertise conclut à la responsabilité des gendarmes, sauf que pour un vice de forme, elle est annulée. On fait donc une quatrième expertise, et la quatrième expertise dit que non, il n'est pas responsable, il ne peut pas être envoyé devant une juridiction. Il souffrirait en effet d'une forme particulière de schizophrénie. En justice, ça veut dire un non-lieu. Ça veut dire que la victime n'aura jamais personne en face d'elle sur le plan pénal et devra toute sa vie vivre avec cette idée. Quelqu'un m'a tiré dessus, je suis paralysé, mais il n'a pas été jugé. Donc, on a 19 ans, on a du mal à l'accepter, c'est le moins que l'on puisse dire. Je pense surtout que Lamarre, irresponsable de ses actes au moment où il les commettait, ça arrange beaucoup la direction de la gendarmerie nationale à l'époque. Imaginez un procès public avec Alain Lamarre. C'est la catastrophe. Là, la gendarmerie, elle serait ridiculisée. Personne n'avait intérêt à ce procès. Beaucoup de gens ont dit oui, mais ça c'est pas normal qu'on le passe pour un fou. Mais d'un autre côté, j'étais obligé d'admettre que ça ne pouvait être que comme ça. Alain Lamarre ne sera donc jamais jugé. Sans procès, difficile de savoir quelles étaient ses motivations. Médusés par ce collègue capable de traumatiser une région entière, les enquêteurs vont se pencher sur son mobile. Lamarre avait une intention, et il avait surtout un désir, c'était ridiculiser ses collègues et le service d'ordre, quelque part prouver que le système était loin d'être parfait. Il l'a prouvé. Et je pense que l'inspiration de Lamarre, c'est Barbeau. Il a eu connaissance, bien sûr, du double meurtre du cimetière de Légneville, puisque c'était en zone gendarmerie. Et chaque fois qu'il y a eu des actes judiciaires au cimetière de Légneville, comme par hasard, Lamarre, il était là. À la compagnie de Clermont, tout le monde savait que Lamarre était passionné par Barbeau, c'est sûr. Certains, des psys d'ailleurs que j'ai pu rencontrer, m'ont dit il était marqué par l'affaire Barbeau. Trop jeune, ça lui attaque, ça se peut. Certains disent ça, influencé par l'histoire de Barbeau. Il a voulu faire mieux. Et il y a toujours des copistes, il y a toujours. C'est une inspiration en matière délictuelle et criminelle. C'est un pas l'imitateur, mais un imitateur qui a quand même tué. Et après, il faut regarder plus les gens de la même façon. C'est vrai, hein? Après vous vous dites, et lui là, hein? Henri Cavalier, chef du PSIG, brigade de gendarmerie de Chantilly. C'est difficile. On n'a plus la même
sérénité, quiétude qu'avant. Cet échec-là, je ne l'ai toujours pas digéré. Parce que j'aurais dû être convaincant, plus que je ne l'ai été. Daniel Neveu, inspecteur PJ de Creil. À partir du moment où vous savez a posteriori qu'un crime ou deux aurait pu être évité, c'est forcément un échec. Ça, c'est l'échec de tout un système. Les familles de Yolande Razewski et d'André Poiré ont bataillé 10 ans pour que l'État soit reconnu responsable en tant qu'employeur du gendarme Lamarre. Ils ont obtenu des dommages et intérêts. Alain Lamarre, lui, est hospitalisé en psychiatrie depuis maintenant plus de 40 ans. Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Cet épisode a été écrit et réalisé par Hélène Gauthier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France.tv. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz, Astrid Verdun, assistée de Marie Agassan. Montage, Victor Benamou, avec la voix de Julie Drey.